Donc moi, j'estime que Ben Gourion, c'était un gars qui avait une seule idée en tête, c'est créer ce foyer prévu par ses prédécesseurs. Hein. On va pas remonter, on pourrait remonter beaucoup plus loin. Non, on remonte à Ben Gourion, c'est-à-dire à 1900, 1945, à la sortie de la guerre et aux premiers migrants qui arrivent en Israël. On s'arrête là, hein, sans remonter à Balfour, sans remonter avant. Et donc, pour Ben Gourion, qui était le patron du sionisme, on va dire, à l'époque, hein, il voulait protéger son bébé. Et pour protéger son bébé, d'abord, il fallait garder tous les réseaux d'influence au sein de l'Amérique, puisque c'est grâce à l'Amérique que, en 1948, l'État d'Israël avait pu être proclamé. C'est grâce au soutien et au lobby pro-Israël, les Zionist Organization of America, hein, c'est ceux-là qui ont permis la création d'Israël en faisant du lobbying auprès du Congrès et en faisant en sorte que 8 États au monde, sur les 52 que comptait la communauté internationale à l'époque, changent leur vote. 8, le jour du vote, alors ce n'était pas le premier vote, hein, il y avait eu beaucoup d'échecs, il y avait eu des échecs. Et là, on arrive au jour du vote positif grâce au lobby. Donc, Ben Gourion s'était bien rendu compte que le lobbying, les lobbies pro-Israël aux États-Unis étaient quelque chose de déterminant pour assurer la promotion d'Israël et pour assurer la protection d'Israël et pour assurer l'aide financière pour démarrer cet État d'Israël et l'aide militaire pour cet État d'Israël. Donc, il s'est rendu compte très tôt, hein, de ça. Alors, ces lobbies-là préexistaient à Ben Gourion. Mais Ben Gourion s'était aperçu qu'il fallait les développer toujours davantage et il les a développés davantage. Il a créé en 1955, si ma mémoire est bonne, ou 57, je ne me souviens plus exactement, il a créé l'AIPAC, America Israel Public Affairs Committee, qui est devenu, au fil du temps, donc, le lobby le plus puissant de tous les États-Unis, de tous les lobbies états-uniens. Il n'y a pas de Les lobby plus. présidents, c'est devant. Hein. Pardon? Tous les présidents sont obligés d'aller y prêter allégeance aux États-Unis avant de se faire élire. Donc oui, vous Oui, avez raison. oui. Il est devenu le plus puissant. Donc, à l'époque, en 1955, au moment de la création de l'AIPAC, tous les présidents et tout l'appareil d'État américain n'étaient pas si favorables que ça à Israël. Israël avait de nombreux ennemis et donc, au sein de l'appareil d'État états-unien, et donc, ils ont fait des efforts énormes pour développer ce lobby-là en lui donnant des objectifs quasi militaires. Hein. Il devait surveiller toutes les paroles des députés au Congrès. Tout ce que les députés racontaient au Congrès était rapporté à l'AIPAC de manière à ce que si un mot de travers était prononcé par un député contre Israël, ce député-là ne devait pas être réélu. Donc il fallait mettre le paquet financièrement pour lui mettre un candidat dans les pattes et faire en sorte qu'il ne soit pas élu. Donc ça, petit à petit, les Américains, les parlementaires américains, ces membres du Congrès et les membres du Sénat, se sont aperçus qu'il fallait compter avec ce lobby-là parce qu'il était puissant et parce qu'il pouvait promouvoir des carrières ou les détruire. Donc ça, on en est là. Et donc en 1900, en 1962, au moment de l'arrivée de Kennedy au pouvoir, Kennedy, lui, n'est pas un grand fan, hein, d'Israël et on lui a imposé un vice-président au cas où. Un vice-président favorable à Israël, très favorable à Israël, qui a déjà montré par ses actions qu'il était favorable à Israël, en faisant, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était déjà sénateur, Johnson, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il a fait naturaliser, enfin, il a fait entrer des gens aux États-Unis de manière plus ou moins légale, et plutôt moins légale que plus, hein, en leur faisant avoir des cartes vertes et des possibilités d'entrer, des papiers pour rentrer aux États-Unis, et il l'a fait faire par des consulats
américains à l'étranger. Donc il avait déjà œuvré pour permettre aux Juifs allemands qui étaient en danger d'émigrer vers les États-Unis. Hein, il avait déjà marqué son allégeance et donc c'était incontestablement un Sayan qui travaillait pour Israël. D'ailleurs, il l'a reconnu. Hein, quand Kennedy... Pardon, certaines personnes disent qu'il est d'origine juive, d'ailleurs. Ben, il est juif. Bien sûr qu'il est juif. Johnson, sa mère, il est juif par sa mère, oui, qui s'appelle Rebecca Baines, et par sa descendance, donc matrilinéaire, puisque c'est en descendance matrilinéaire. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit hein, dans un article dans Tribune Juive hein, sur le président Johnson et qui admet que généalogiquement parlant, et selon la règle juive, Johnson est juif. Il est juif parce que sa mère est juive, parce que sa grand-mère est juive, et que en lignée matrilinéaire, il descend d'une immigration juive allemande, des Allemands qui sont venus aux États-Unis au siècle précédent, hein, en 1800 et quelques, hein, et qui se sont installés aux États-Unis. Donc il est juif, on va dire, hein, généalogiquement. Et donc, il aide tout naturellement, d'ailleurs, hein, il ne faut pas lui en vouloir pour ça. Il aide ses compatriotes et il les a aidés donc, avant d'être élu vice-président. Et c'est pour ça que l'AIPAC l'a proposé ou l'a imposé, selon les dires des uns ou des autres, l'a imposé comme vice-président pour soutenir la candidature de Kennedy. Hein, l'AIPAC a soutenu Kennedy parce que Nixon était moins favorable à Israël et aux Juifs hein, que ne l'était Kennedy. Kennedy, il n'était pas hostile, mais il n'était pas non plus un grand fan d'Israël, mais il était moins mauvais à ce point de vue. Oui. Alors il y a deux choses. Ils ont imposé Lyndon B. Johnson parce que c'était pas prévu comme ça au départ. Je crois que Kennedy ne voulait pas forcément. C'est pas Kennedy, c'est son frère, Robert. Robert Kennedy se méfiait beaucoup de Johnson et il avait d'ailleurs, Robert Kennedy, il avait entrepris, lorsqu'il était donc secrétaire à la justice, donc ministre de la justice de son frère, John Kennedy, il avait entrepris de faire inscrire l'AIPAC et les lobbies pro-Israël comme agents étrangers. Agents étrangers. C'est un statut particulier qui oblige à beaucoup plus de transparence. Hein. Il faut être transparent. On peut pas être. Un agent étranger est obligé de déclarer beaucoup ses financements, ses sources de financement et ses activités, quoi. Hein, il est obligé de les déclarer à l'avance. Donc, bon, les lobbies pro-Israël, ça leur plaisait déjà pas trop. Hein. Mais enfin, bon, ils font élire John Kennedy avec comme adjoint, donc numéro 2, qui prendra le pouvoir. Ils le savent déjà. Ils savent déjà que... Parce qu'il y a quand même deux ailes dans le Parti démocrate qui ne sont pas sur la même ligne. Kennedy est libéral, alors que Johnson est plus sur le côté comment dire, du conservatisme démocrate, c'est-à-dire plus de l'extrême droite. Oui, on est d'accord, mais moi je ne crois pas que ce soit politique, hein, l'assassinat de Kennedy. Enfin, il est politique, mais de politique étrangère, pas de politique intérieure. Je ne pense pas que c'est une raison de politique intérieure, moi je crois que c'est une raison de politique étrangère. Et de politique étrangère, alors peut-être aussi un petit peu des deux, mais surtout de politique étrangère, parce que John Kennedy déclare son hostilité d'emblée, hein, une fois qu'il est élu, déclare son hostilité au programme nucléaire israélien. Et là il touche au bébé de Ben Gourion. Il respecte le droit, il a raison. Oui, non, mais on est d'accord, mais il touche quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Il touche au bébé de Ben Gourion, c'est-à-dire à l'État d'Israël. La deuxième chose que Kennedy voulait faire, il voulait réduire l'aide à Israël, l'aide financière à Israël. Il trouvait qu'on en donnait trop. Et troisième chose qu'il voulait faire vis-à-vis d'Israël, il ne voulait pas livrer d'armes offensives qui permettent à Israël
de déclencher des guerres contre ses voisins et de mettre le Proche-Orient à feu et à sang, quoi. Donc, il voulait calmer le jeu en donnant à Israël juste le minimum d'aide possible. Donc, pas engager l'Amérique derrière Israël à fond. Et ça, en faisant ça, il faisait comme Bernadotte, quelque part, Kennedy. Bernadotte avait fait, Bernadotte faisait un rapport à l'ONU juste avant les votes qui allaient créer l'État d'Israël. Et donc, il a été assassiné parce que il menaçait la naissance de l'État d'Israël. Ah si, Bernadotte, c'est les rapports qu'il faisait. Oui. Alors là, je ne contredis pas ce que vous dites du tout, mais je suis en train d'anticiper parce que je pense que derrière, vous dites que finalement, ce que Ben Gourion a ordonné par rapport à Bernadotte, ça s'est appliqué à Kennedy, en gros. C'est ça, en gros, c'est ça que je veux dire, hein. C'est-à-dire que je rejoins un peu Guillemot en disant, bon, le coup, il est parti d'Israël. Est-ce que c'est Ben Gourion? Mais à mon avis, c'est Ben Gourion. Parce que Ben Gourion, il a eu une attitude au moment de l'assassinat de Kennedy un peu bizarre, hein. Laurent Guillemot en parlera beaucoup plus savamment que moi. Mais c'est que la position de Kennedy menaçait l'existence même d'Israël. Exactement. C'est une question d'intérêt de sécurité nationale pour Israël, hein. C'était pour Ben Gourion, la possession de l'arme nucléaire était la condition sine qua non d'assurer la vie pour longtemps d'Israël. Je découvre avec joie que vous êtes un passionné en fait de l'histoire. Moi, je ne savais pas. Je m'étais dit, c'est un sujet qui l'intéresse, mais je ne savais pas si vous aviez creusé l'affaire ou ce genre de choses. Non, mais moi c'est ma conviction. C'est pour ça que je voudrais échanger avec Laurent Guyeno, parce que je ne sais pas exactement si lui attribue à Ben Gourion cette affaire-là, mais moi je l'attribue à Ben Gourion. On sent quand même que Guyeno nous dit qu'il pense quand même que quelque chose est venu d'Israël. Il le dit, hein. Alors, évidemment. Là-dessus, on est d'accord. Mais moi je pense, après je vous redonne la parole, vous inquiétez pas. Voilà. Moi, je pense qu'à l'époque de Kennedy, à l'époque des années 60, je pense que le côté israélien est allé chouiner vers quelqu'un pour obtenir ce résultat. Mais je ne pense pas qu'ils étaient aussi impliqués dans le monde anglo-saxon que pour le 11 septembre, par exemple, où là, ils ont vraiment pris une part active. Mais je pense que dans les années 60, ils ont plus été, comme d'habitude, hein, chouinés parce que Kennedy les dérangeait, qu'ils voudraient bien que quelqu'un fasse le travail pour s'en débarrasser. Parce que oui, c'est ça. Non, mais ils ont utilisé les outils, à mon avis, qu'ils avaient. Ils savaient qu'ils avaient des outils. Ces outils, ils avaient déjà servi. En 62, les outils pro-Israël avaient déjà servi. Et d'ailleurs, Robert Kennedy, c'était la raison pour laquelle Robert Kennedy n'avait aucune confiance dans Johnson, hein, qu'il considérait un peu comme un voyou. Et puis après, au moment de l'assassinat de Kennedy, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait un paquet de gens dans l'exécution. On va dire celui qui a exécuté Lee Harvey Oswald Jacques Ruby, et c'était un Sayan aussi, hein, curieusement. Alors, attendez, parce que le truc, c'est que moi, je suis d'accord avec cette thèse. Je suis d'accord qu'Israël joue un jeu. Mais est-ce que vous n'éludez pas le côté anglo-saxon à chaque fois? Non, moi, je l'élude pas. Là, il y a eu une convergence d'intérêts parce que Israël et Ben Gourion, il n'est pas idiot. Il a compris que d'abord la disparition de Kennedy pourrait lui profiter, mais il a compris aussi que ça pouvait profiter à d'autres en interne aux États-Unis, en particulier les lobbies militaro-industriels, hein, qui, eux, voulaient, par exemple, la poursuite de la guerre au Vietnam pour vendre de l'armement en pagaille, hein, et qui voulaient plutôt le vendre aussi beaucoup à Israël, donner à Israël, avec de l'argent américain, ils s'en foutaient. Eux ce qu'ils voulaient, c'était gagner de l'argent, hein, les lobbies militaro-industriels. Donc, et puis, Kennedy, le catholique, s'était fait quand même
des ennemis dans des milieux qui avaient des opinions. Donc, moi, je pense que celui qui a tiré les ficelles de tout ça, il faut un coordinateur là-dedans. Il faut que les gens se rencontrent. Et je pense que Ben Gourion, ou plutôt les relais de Ben Gourion, pas Ben Gourion lui-même. Ben Gourion, il a donné consigne à ses outils, c'est-à-dire au lobby pro-Israël en Amérique, de faire le nécessaire, et c'est le lobby lui-même qui a fait le boulot. C'est-à-dire que le lobby, comme il est composé de gens puissants, milliardaires, de banquiers, etc., il est allé voir certainement les autres et il les a convaincus qu'il y avait des intérêts communs entre les lobbies qui voulaient la mort de Kennedy, enfin qui voulaient que Kennedy s'en aille d'une manière ou d'une autre, y compris si nécessaire par la violence, et les Israéliens aussi bénéficiaient du truc. Donc ils ont, à mon avis, ils ont uni leurs forces, et au sein de la CIA, ils ont réussi à trouver les bons personnages hein, qui n'étaient pas forcément des Saiyans. Hein, quand vous dites ça, c'est particulier pour moi qui suis un peu plus du côté de Lyndon LaRouche dans la thèse sur l'assassinat de Kennedy. On a l'impression que Israël est allé trouver à la CIA les gens qui allaient dans leur sens. Mais en réalité, ils n'ont pas eu besoin de le faire, puisque à la CIA, ils voulaient assassiner Kennedy. Oui, non, oui, mais il y avait de ça. Mais ce que je dis, c'est pas Israël qui a été trouvé. De toute manière, c'est pas Israël qui a été trouvé. C'est Ben Gourion qui a fait savoir au lobby pro-Israël au sein de l'Amérique, dont une partie infiltrée la CIA depuis le début. Hein. Moi, je suis toujours frappé des liens fusionnels, et encore aujourd'hui, hein, qu'il y a entre la CIA et le Mossad. Hein. Donc, dès le début... Plus aujourd'hui qu'hier, oui, plus aujourd'hui qu'hier, on est d'accord, Hein. Donc ça a été en croissant, mais de toute manière, toute cette influence des réseaux pro-Israël n'a fait que grimper depuis 1948. Hein. Il y a eu 60 ans de montée progressive dans le système au point d'atteindre tous les postes clés aujourd'hui. Hein. S'ils ont les postes clés aujourd'hui, y compris à la CIA, hein, et c'est eux qui gouvernent les États-Unis. Moi, c'est ce qui me fait dire aujourd'hui que les États-Unis sont devenus un proxy d'Israël. Ils sont devenus. Et donc, moi, pour l'assassinat de Kennedy, ma thèse, c'est que il y avait des conjonctions d'intérêts, mais que celui qui a été le point le plus, je veux dire, le plus offensif, enfin celui qui a dû dire à ses collègues aux États-Unis, faites le nécessaire, parce que nous, on ne peut pas se passer de l'arme nucléaire, il nous faut l'arme nucléaire pour la survie de l'État. Donc, moi, je pense vraiment que l'État d'Israël a une responsabilité, peut-être partagée avec d'autres, mais une responsabilité que je juge déterminante. C'est-à-dire que je pense que l'autre partie tout seul ne l'aurait pas fait, que Israël tout seul ne l'aurait pas fait, mais qu'à deux, ils pouvaient le faire. Et ils l'ont fait à plusieurs. Hein. De toute manière, c'était déjà ce qu'on peut appeler la naissance de l'État profond, hein, c'est-à-dire d'un État qui est derrière et au-dessus du président et qui prend le pouvoir. C'est une espèce de coup d'État. Hein. C'est un coup d'État. Hein. L'assassinat de Kennedy est un coup d'État institutionnel. Hein. On a fait disparaître un président pour en mettre un autre. C'est tout. C'est aussi ça. Parce que moi, je comprends bien votre point de vue, mais ça fait 8 ans, moi, en fait, la chaîne là où on a diffusé l'interview qu'on a fait récemment, c'est une chaîne, au départ, qui est dédiée à l'assassinat de Kennedy. Ça fait 8 ans que je bosse dessus. J'ai contacté pas mal de spécialistes. Je comprends votre point de vue et ça converge, si vous voulez, mais je pense que... Oui, non, mais je dis que les deux thèses... Les deux thèses ne se combattent pas l'une l'autre. C'est deux thèses qui se rejoignent l'une l'autre. Parce que la CIA était déjà largement infiltrée par les réseaux pro-israéliens hein, depuis très longtemps, hein, même avant la création de l'État d'Israël. Les réseaux sionistes, le sionisme était déjà présent hein, aux États-Unis. Oui. Mais c'est la formulation qui me semble bizarre parce que pour moi, en fait, les deux sont indissociables. C'est-à-dire que la CIA, le FBI même, en fait,
comment dire, c'est en étudiant le point de vue de Lyndon LaRouche qu'on comprend la mécanique de la Green Machine. C'est-à-dire qu'en réalité, le monde anglo-saxon est dédié à ce plan. Ce qui veut dire qu'il n'y a même pas besoin de dire qu'Israël va chercher la CIA. La CIA, de toute façon, dans sa manière de fonctionner, est liée au projet du Grand Israël. Donc, voilà. De toute façon, non, mais on est d'accord. Mais je dis que la chose que je dis, c'est que Ben Gourion, qui aurait pu, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, on le voit bien, hein, c'est l'AIPAC qui gouverne les États-Unis. Hein. Le seul président au monde qui puisse s'inviter au Congrès américain, même si le président n'est pas d'accord, c'était Netanyahou. Hein, il l'a fait. Il est allé donner des leçons au président des États-Unis devant le Congrès, c'est-à-dire devant la réunion de tous les parlementaires états-uniens, auxquels s'ajoutaient également les sénateurs. Donc Netanyahou, moi, ce qui me frappe chez Netanyahou, c'est justement cette capacité qu'il a depuis à présider tous les congrès annuels de l'AIPAC. Il a toujours fait le voyage de New York de l'Amérique, hein, de New York pour aller présider le congrès de l'AIPAC. Et le congrès de l'AIPAC, c'est celui qui fait passer les examens de passage au président des États-Unis. Tous les présidents des États-Unis, les candidats, ils se pressent à l'AIPAC pour aller faire allégeance. Et j'ajoute qu'il n'y a pas que les présidents des États-Unis. Hein, les présidents des États, même européens, le président tchèque y est allé à 2 ou 3 reprises, Aznar en Espagne, quand il était au pouvoir, il allait chaque année se prosterner à New York, hein, et puis… c'est tous des gens qui ont couvert des attentats terroristes sur leur sol à certains moments bien précis. En plus. Oui, Stephen Harper, pareil, hein, le premier ministre canadien, il y allait chaque année. Et Trudeau, je pense qu'il en a loupé une, mais maintenant il y va. Donc c'est des grands-messes. Et le pape, il vient d'où le pape? Il n'est pas aux États-Unis, le pape. Le pape, celui qui est considéré comme le pape de la maison Israël, hein, c'est Netanyahou. Hein. Enfin, c'est le premier ministre de l'État d'Israël qui vient présider tout ça. Et qui est l'invité d'honneur et qui vient faire les grands discours en disant, en incitant les États-Unis à adopter telle ou telle politique étrangère. Hein, je note par exemple, hein, pour donner le pouvoir de ces gens-là, quand Trump a été élu, il a été élu début novembre de 2016, d'accord? L'élection, et il est rentré au pouvoir en janvier. Donc, il y a une période, le 20 janvier exactement, 2017, si ma mémoire est bonne. Bon, c'est ça. Donc, il y a une période de 2 mois et demi, dans lequel l'ancien président est encore au pouvoir. Et le nouveau président a 2 mois et demi pour préparer son gouvernement, ses ministères, son administration, etc. etc. Bon. La première réunion qui a eu lieu de préparation, c'était en décembre, un mois après son élection, quoi. La première délégation importante qui a été reçue, c'est la délégation d'Israël, par l'équipe qui se préparait. Et il y avait, alors on a les noms de tous les participants, il y avait l'ambassadeur, bien sûr, qui était présent, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, mais il y avait le patron de la sécurité israélienne, il y avait le patron du Mossad, ils étaient là et ils ont expliqué à l'équipe qui allait monter, qui allait prendre la gouvernance du pays, ils leur ont expliqué la marche du monde, quoi, hein, comment le monde fonctionnait, etc. Oui, c'est ça, mais c'est le point de vue israélien qui a été le seul entendu. La DGSE, le MI6, tout ça, non. Ils n'étaient pas dans le coup. Hein. Celui qui était dans le coup, c'était l'équipe israélienne. Hein, et jamais on a eu une telle puissance, quoi. C'est quand même la faute des Occidentaux aussi que de se laisser mener par le bout du nez par ce matérialisme affairiste crapuleux quelque part, parce que
des personnes qui restaient un peu droit dans leurs bottes, ça n'arriverait pas. C'est quand même le syndrome d'une décadence collective, oui, oui. quoi. Oui, Ça et serait puis pas... là, alors là, on peut revoir, on peut revoir des déclarations de présidents français qui ont, vous savez, le président Mitterrand, le Charles de Gaulle aussi, ils avaient connu en France l'influence des lobbies pro-Israël et l'influence des lobbies juifs avant qu'Israël ne soit créé. Ils ont connu les grandes affaires qui ont marqué l'histoire du XXe siècle en France. Par exemple, ils ont connu l'affaire Stavisky, le scandale Stavisky. Stavisky était un gars qui faisait dans les affaires, un affairiste, on va dire, juif, mais qui, pour réussir ses affaires, corrompait les politiques. Il y a eu une banquière qui était un petit peu avant Stavisky, qui s'appelait Marthe Hanot, qu'on a appelée la banquière des années folles, et qui, elle, a fait une faillite frauduleuse, c'est-à-dire a ruiné tous les épargnants français qui avaient déposé leur argent dans cette banque, quoi. Donc c'était des affaires et qui corrompaient les politiques. Elle a écrit une lettre en regrettant, elle s'est suicidée en prison, comme Stavisky qui a été suicidé probablement. Alors on sait pas s'ils ont été suicidés ou s'ils se sont suicidés, un peu comme Epstein. C'est des affaires. C'est-à-dire qu'il corrompait la politique au profit d'Israël oui. Ou au profit de ses propres affaires? Au profit, non, mais à cette époque-là, c'était au profit de ses propres affaires, pas au profit d'Israël, puisque Israël n'existait pas. Israël, c'est 48, et là, ces affaires-là, c'est dans les années 30, c'est-à-dire... On peut dire ça pourrait être au profit du projet israélien qui existait déjà avant. Non, mais ça veut dire que ce que je veux dire par là, c'est que ces lobbies-là, ils avaient déjà de la puissance pour leurs intérêts, mais ils étaient prêts à mettre cette puissance et ils l'ont fait après au profit d'Israël. Mais là, c'était pas au profit d'Israël. À l'époque, c'était au profit de leurs propres intérêts. Et quand vous regardez ce que de grands chefs d'État français ont pu dire d'Israël, et regardez que De Gaulle, c'était pas un grand philosémite, que Mitterrand n'était pas un grand philosémite. Il faut quand même se souvenir qu'il a dit... Vous l'influence d'Attali quand même, on ne peut pas dire que... oui, non, mais enfin, oui et non, mais il a quand même déclaré dans une citation qui est restée comment il s'appelait là, un académicien célèbre, il lui a déclaré vous ne pouvez pas vous imaginer l'influence puissante et nocive du lobby juif en France. Ça, c'est Mitterrand qui a dit ça. Il l'a dit. Il l'a dit. Non, mais lui, à l'époque de Mitterrand, Israël existait. Quand il était président. Parce que c'est des citations qu'il a fait 1 an ou 2 ans avant sa mort. Mais Mitterrand, il avait connu Stavisky, il avait connu les Français ruinés par un aventurier économique, Stavisky. Il avait connu Marthe Hanot, la banquière des années folles. Il avait connu ces banques frauduleuses et ces députés corrompus. Alors lui, il était jeune à l'époque, mais c'était dans les années 30. Il a connu tout ça. De Gaulle aussi avait connu tout ça. C'est ce qui expliquait qu'ils n'étaient pas trop philosémites. Bon, vous savez... Au final, on retient d'eux quelques phrases un peu courageuses, mais dans les faits, ils n'ont pas réussi à faire grand-chose. Non, mais ils n'ont pas réussi parce que y a derrière ça des puissances d'argent phénoménales et que contre l'argent, qu'est-ce que vous voulez faire les États-Unis aujourd'hui sont... oui. Vous me parliez de De Gaulle, mais à l'époque de De Gaulle, la France a eu quand même, enfin peut-être avant, la France a participé à donner à Israël son arme nucléaire. C'est les Français qui sont responsables de ça au départ. Oui et non, quoi. Enfin, je veux dire, au début, on a été plutôt... Oui.
Mais ils sont Non, passés dans son dos. c'est vrai qu'on a été favorable à Israël pendant un moment, mais là encore, il faut regarder quelle France a été favorable à Israël et quand et à quel moment. Hein, parce que tout ça, c'est. Dimona, Hein? c'est la France Dimona, c'est la France Oui, qui oui, a oui, pas oui, oui, participé oui, oui, oui. à 30 ans. Oui, oui, non, mais on a été au début, c'est nous qui leur avons les guerres de Moshe Dayan, elles étaient conduites avec à l'époque, les États-Unis ne vendaient pas leur matériel offensif à Israël. C'est nous qui avons donné les premiers armements offensifs à Israël. Hein. Mais Et là là, encore, il faut bien regarder les dates. Hein, et qui était au pouvoir en France et qui a fait quoi. Là, par exemple, pour la reconnaissance de l'État d'Israël, au sortir de la guerre, la France, jusqu'en 48, enfin au vote de la reconnaissance, la veille ou l'avant-veille, il y avait le vote n'était pas acquis du tout parce que la France ne votait pas. Il y a eu un changement de gouvernement la veille du vote en France. En France. Et c'est M. Robert Schuman qui a pris la direction des affaires. Et c'est Robert Schuman, Premier ministre, qui a fait voter à l'ONU un jour après avoir pris le pouvoir en France, après la 4e République, les gouvernements défilaient, c'est lui qui a fait voter, Robert Schuman, inféodé aux Américains, bien sûr, au lobby américain, à tout ce qui comptait comme lobby américain, c'est Robert Schuman qui a fait voter la reconnaissance de l'État d'Israël. Et ça s'est passé à un jour près, à un jour près. Et deux jours avant, la France ne votait pas pareil, elle s'abstenait 2 jours avant. alors, S'abstenait, c'était pas voté pour. Hein. il y a deux points qui me viennent à l'esprit. C'est que je pense que De Gaulle était comme Kennedy quelque part sur le nucléaire israélien, il était contre. Oui. Mais que l'administration française, comme Kennedy, est passée dans le dos et bloqué les décisions et de Kennedy et de De Gaulle. C'est-à-dire qu'on a regardez, il y a une affaire qui a défrayé la chronique à l'époque qui s'appelle l'affaire des vedettes de Cherbourg. Vous avez entendu parler de ça, non? Les vedettes de Cherbourg. La France avait vendu des vedettes à Israël, mais elles n'étaient pas encore livrées. Elles étaient donc au moment de la guerre de 67, De Gaulle a fait arrêter tout. Il a décrété un embargo parce qu'il n'était pas content que Israël ait passé outre tout ce qu'il avait préconisé. Donc il a dit stop, on ne livre plus d'armement offensif à Israël. On ne livre plus d'armement offensif à Israël. Et les 6 vedettes, elles étaient à Cherbourg. Elles étaient donc normalement dans le port militaire. Et puis il y a un gars là qui est un gars de l'administration française qui a fait sortir les vedettes et qui les a mis dans le port de commerce, quoi. Ce qui fait que des commandos, des Israéliens qui avaient été mis là en formation pour armer ces vedettes, ils étaient sur le territoire français. Ben, dans la nuit, ils se sont emparés des 6 vedettes contre la volonté du général de Gaulle et contre la volonté de la France, qui avait mis l'embargo. Ils se sont emparés des vedettes et ils les ont sortis du port parce qu'on ne les avait pas mis au bon endroit. On les a mis comme par hasard à un endroit où elles pouvaient filer. Hein. Bon, il est certain que ce coup-là ne s'est pas fait tout seul. Hein. C'est pas seulement une mauvaise. Non, c'est qu'il y a des gens qui ont participé, des Français israéliens, pro-israéliens, hein, qu'on appelle les Sayanim, et qui ont participé à ce coup-là, hein, évidemment. Et donc, les 6 vedettes ont pris la mer et sont partis vers Tel Aviv sans que l'alerte soit donnée suffisamment tôt, etc., etc. Tout ça, on leur a laissé le temps de prendre le large, quoi, loin, avant que l'alerte soit donnée, quoi. Il a fallu près de 24 heures. Donc il y a eu un faisceau de connivence à l'intérieur de l'administration française pour aller à l'encontre de ce que De Gaulle avait dit. Donc c'est effectivement, comme vous le dites, De Gaulle était probablement un peu comme Kennedy, c'est-à-dire qu'il était contre le programme nucléaire israélien, il était contre, mais il s'est fait, J'ai une anecdote qui va vous intéresser parce que vous savez que dans les années après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis créé les réseaux du Gladio
pour faire des attentats et stigmatiser les communistes. Mais les réseaux de la CIA qui étaient implantés en Europe ont été utilisés pour tenter d'assassiner De Gaulle. Il y a deux personnages qui apparaissent dans cette histoire. C'est le major Mortimer Bloomfield. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Non, je lis l'histoire de ces tentatives-là. Moi, j'en connais des tentatives sur De Gaulle parce qu'on les a vécues, hein, mais c'est. Vous allez parler de l'OS, mais moi, je vous parle de la CIA qui essaie d'assassiner De Gaulle. Oui, ça ne m'étonnerait pas, et c'était aussi son intérêt. Hein. Il y avait deux personnages, Mortimer Bloomfield et Clay Shaw. Les deux viennent des cercles de Churchill au départ, et les deux sont intimement liés à l'État profond américain et à Israël. Ben voilà, alors, voilà. Le major Mortimer Bloomfield est un juif canadien vendeur d'armes qui défendait les intérêts de Rothschild dans un réseau de pipeline c'était un projet qui était censé relier le port d'Haïfa à la mer Rouge, et c'était un ami personnel de Ben Gourion. Les services français ont fait virer Clay Shaw et Mortimer Bloomfield de Suisse et d'Italie. J'ai même les coupures de presse, hein, parce que les services français s'étaient rendus compte que la CIA était en train de mettre en place l'assassinat de De Gaulle. Et vous savez que dans l'assassinat de Kennedy, il y a eu un procès. Et il y a un type qui a été poursuivi dans l'assassinat de Kennedy. Oui, lequel, là? Oui. Clay Shaw. Ah ouais. C'est-à-dire les mêmes qui ont été affairés à l'assassinat de Gaulle, on les retrouve dans l'assassinat de Kennedy. Clay Shaw, c'est un personnage un peu particulier parce qu'il est relié à l'extrême droite américaine. C'est un planificateur financier au niveau de la CIA. C'est un type qui a des mœurs un peu bizarres puisqu'il est gay sadomasochiste. Et lui, il a été poursuivi par le procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, à l'époque, et était directement impliqué dans l'assassinat de Kennedy. Ils n'ont pas réussi à l'époque à l'attraper parce qu'il y a eu une connivence au niveau de la justice et puis il y a eu des erreurs. Voilà, le problème, c'est que ces gens-là, ils sont hyper protégés, c'est-à-dire que derrière, ils ont tout un faisceau de gens qui sont de Sayanim organisés depuis très longtemps, hein, qui se connaissent parfaitement, et ils décrochent un téléphone et le problème est réglé, quoi. Le juge change son jugement, modifie les attendus, modifie l'inculpation, etc. Et puis tout ça passe à l'as. Hein. C'est l'histoire de ce qui s'est passé en Israël, hein, avec cet assassin identifié, connu, l'assassin de Bernadotte, hein, qui passe 18 jours en prison avant d'être désigné comme garde du corps personnel de Ben Gourion et ensuite député. Hein. Tout ça, c'est documenté, c'est de l'information ouverte, hein, c'est dans Wikipédia. Hein. Vous allez voir, assassinat du comte Bernadotte, tapez sur Wikipédia, Folke Bernadotte, assassinat, et vous avez tout ça. Hein. C'est dit, hein, que l'assassin a été élu député après. Hein, d'abord garde du corps et ensuite député, quoi. Bon. C'est quand même, quand on récompense quelqu'un comme ça, c'est qu'on a des liens avec lui et qui sont bien antérieurs à son acte, quoi. Ce qui tend à confirmer votre thèse Ben Gourion, que sur moi, mon travail m'amène aussi par Mortimer Bloomfield à Ben Gourion, mais à Rothschild aussi. Parce que non, mais c'est la même chose. Hein, ce sont des connivences. Hein. Quand vous regardez le palmarès dressé chaque année depuis 13 ans du Jérusalem Post, le palmarès de l'influence, c'est très très intéressant de le regarder, et de le regarder pas sur une année, de le regarder sur les 13 années pour voir qui a été nominé. C'est une liste de 50 personnes juives de la communauté juive mondiale dans le monde. Donc c'est un palmarès de l'influence mondiale, hein, qui est établi et qui est confessionnel puisqu'il ne comporte que des noms de juifs. Et vous regardez ça, cette liste pendant 13 ans, et vous regardez l'évolution, vous regardez, il y a des gens qui ne font que passer, hein, mais il y a des gens qui restent. Hein, et les deux personnes qui sont restées le plus longtemps sur cette liste, depuis le début, qui sont tous les ans, c'est Netanyahou et Ron Lauder,
le président du Congrès juif mondial, milliardaire américain et président du Congrès juif mondial. Bon, je pense que les gens qui ont étudié les dossiers des différents candidats avant de les nominer au palmarès de l'influence du Jérusalem Post, je pense que ces gens-là ont creusé les dossiers des uns et des autres, quoi. Donc, voilà. Kissinger en fait pas partie. Hein? Kissinger en fait pas partie. Qui? Kissinger, il ne fait pas partie de cette liste? Ah, il en a fait. Alors, le problème, c'est que cette liste, elle n'est intervenue qu'il y a 13 ans. Et Kissinger était déjà un has-been il y a 13 ans. Donc, c'est les personnages depuis 13 ans, mais on retrouve, par exemple, l'actuel secrétaire, je dis, tous les personnages clés de l'appareil d'État américain. Janet Yellen alliée, hein, Blinken, Anthony Blinken y est, son adjointe y est, sa deuxième adjointe y est. Donc, si par hasard Anthony Blinken meurt. Pardon? Hein? Paul Wolfowitz doit y être aussi. Paul Wolfowitz, il doit y être. Oui, mais lui pareil, il est comme le palmarès date de 2010. En 2010, Wolfowitz avait déjà perdu beaucoup de. Bien sûr que Wolfowitz y aurait été, hein, c'était un personnage clé. Il y aurait été. Alors, Wolfowitz, on doit le retrouver en revanche dans le palmarès, parce que ce palmarès du Jérusalem Post qui a été créé en 2010, on va dire, en gros, hein, peut-être à un an près, je ne sais pas si. Il y a eu 13 palmarès hein, qui ont été. Je les ai comptés un à un et je les ai épluchés un à un. Mais avant, il y avait aussi des palmarès. Ils sont très friands de palmarès confessionnels. Je ne sais pas pourquoi. Hein. C'est le seul pays au monde qui a un palmarès de l'influence mondiale religieux, confessionnel, on va dire. Hein. Il n'y a pas d'autres pays au monde. Il n'y a pas de palmarès des bouddhistes, de palmarès des protestants, de palmarès des musulmans, de palmarès des chrétiens. Il n'y en a pas. Il y a un palmarès de l'influence des 50 juifs les plus influents au monde. Bon, ça c'est un premier point, mais il n'y a pas que ça. Ils font des palmarès pour tout. Par exemple, ils font des palmarès pour les milliardaires. Alors, les milliardaires, c'est intéressant parce que ça nous donne la liste des 270 milliardaires juifs dans le monde, avec le montant de leur fortune. Donc, on voit la puissance financière de la communauté. Alors là aussi, hein, il existe le palmarès global de tous les milliardaires, sans tenir compte de leur appartenance communautaire. Hein. Ils sont listés il y en a 2700 hein, dans le monde, à quelques près, quoi, hein, parce que ça varie d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Mais il y a 2700 milliardaires, dont 10%, c'est énorme, hein, 10%, sont de confession juive. 10% des milliardaires sont de confession juive. Bon. Et ces milliardaires-là, ils ont, par rapport aux autres milliardaires, ils ont un avantage énorme, c'est qu'ils sont organisés. Il existe un congrès juif mondial, ils se connaissent et ils s'appuient mutuellement. Donc 10%, ça constitue une espèce de phalange dans le bloc des milliardaires qui, lui, n'est pas forcément si uni que ça, encore qu'ils se connaissent aussi. Là, les 2700, bon, on finit par avoir une petite idée, mais ceux qui sont le plus unis et le plus organisés, ce sont les 10%. Hein, il n'y a pas besoin d'être très nombreux, 10%, ça suffit. 10% organisés et solidaires, ça renverse tout. Les autres, aucun autre milliardaire ne fait le poids à côté d'eux. Il n'y a pas de communauté de milliardaires. Alors, il y en a peut-être, mais elle est pas. Forbes, le magazine Forbes, qui étudie les fortunes des uns et des autres, il fait une particularité pour les milliardaires juifs. Et donc, on a, c'est bien d'ailleurs, hein, on a leur nom, on a le montant de leur fortune, hein, ils sont 270 et on les a dans l'ordre de leur puissance financière. Donc, c'est là qu'on retrouve, par exemple, Ron Lauder, qui est président du Congrès juif mondial, qui est sur la liste de Forbes et qui est aussi sur la liste de l'influence du Jérusalem Post. Vous savez, quand vous cherchez des indices, hein, quand vous faites une enquête,
quand vous faites une investigation, vous cherchez tout un tas de détails. C'est une investigation, une enquête, c'est un rassemblement d'indices, hein, et à partir d'un certain moment, vous cherchez des concordances entre ces indices. Bon. BlackRock maintenant qui ont amassé des sommes tellement énormes que c'est ce qu'on dit, trop gros pour tomber. Mais je pense que c'est des montagnes d'argent qui ne correspondent pas à quelque chose de véritablement tangible. Oui, oui, alors là, je suis bien d'accord avec vous. Hein. Les fortunes aujourd'hui sont souvent des fortunes en dette. C'est-à-dire que le gars est beaucoup de milliardaires, il y en a qui tombent brutalement. Hein. On en a vu tomber. Bon, il y a eu Madoff, mais il n'y a pas eu que Madoff dans la communauté juive. Il y a quelques milliardaires qui se sont écroulés du jour au lendemain parce qu'on s'est aperçu qu'ils avaient plus de dettes que d'actifs. Et donc, ils étaient en faillite depuis belle lurette, mais par des jeux d'écriture, des jeux de blablabla, quoi. Hein. On finit par présenter ces gens-là comme des milliardaires. Vous regardez l'exemple français, hein, vous en avez un, qui a plus de dettes que d'actifs, c'est M. Drahi. Alors les banques le suivent parce que les banques, toujours pareil, qui suit les banques et qui dirige ces banques. Ouais. On retombe toujours sur cette solidarité. C'est une économie de la fuite en avant et de la dette, c'est un peu particulier. Oui. On a l'impression que c'est de la fausse économie. Oui, ça s'appelle des systèmes de Ponzi. Ponzi. Un peu, hein, c'est des systèmes de. Mais parce que je vois que quand vous observez les problèmes, et vous avez raison, il y a le côté d'une communauté organisée. Mais ce que j'ai toujours trouvé un peu dommage, c'est qu'il y a, et notamment chez les Français, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez passer, allez-y, je ne vais pas vous empêcher. C'est qu'il y a une difficulté dans le monde à observer la responsabilité du monde anglo-saxon. Parce qu'on peut dire, effectivement, les Juifs sont une communauté organisée et il y a un monde affairiste crapuleux-juif qui est tout à fait organisé. Mais ce monde a quand même la possibilité de s'appuyer sur quelque chose qui est énorme et qui est le monde anglo-saxon et qui est un monde qui va dans la même direction. Et moi, ce que j'essaye de dénoncer surtout sur ma chaîne, c'est pour ça que je suis un peu du côté Lyndon LaRouche, c'est la critique de l'influence des élites britanniques déjà sur la politique intérieure et étrangère des États-Unis, parce que quand on parle de politique britannique, en fait, on parle du couple Windsor-Rothschild. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que depuis 1815, l'économie anglaise est totalement tenue par les Rothschild. C'est à la défaite de Napoléon, Rothschild a fait croire aux Anglais que Napoléon avait gagné pour les forcer à vendre leurs titres, et il a tout racheté pour une bouchée de pain. C'est ce qu'on appelle le fameux coup de bourse de 1815, et c'est comme ça qu'il s'est accaparé l'économie anglaise. Et depuis ce temps-là, le projet d'Israël et la matrice anglo-saxonne sont intimement liés, en fait. Tout est, comment dire, ils sont, parce que le Commonwealth, c'est un tout, mais le monde anglo-saxon est cimenté dans un projet qui va vers donc ce gouvernement mondial unique avec Israël au centre des impulsions. C'est un vieux plan qui date pas d'hier, si vous voulez. Et avec Lyndon LaRouche, ce qu'on apprend, c'est que, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques et les Américains, pour des raisons techniques, étaient, si vous voulez, dans l'organisation militaire, du renseignement, de la politique intérieure, de la politique étrangère. Les services américains et anglais étaient liés en une seule entité, c'est-à-dire qu'ils étaient soudés entre eux, si vous voulez. Et le truc, c'est pour des raisons de guerre. Hein. Les Anglais ont été impliqués dans les services américains pour des raisons techniques. Mais après la Seconde Guerre mondiale, en fait, ils sont restés, en se cachant derrière les privatisations, au sein des États-Unis. C'est comme ça que Lyndon LaRouche explique l'influence sur la politique intérieure et la politique extérieure des États-Unis et comment les États-Unis suivent le plan. Oui, il y a ça, mais après, il y a le niveau de la manière dont tout ça est organisé. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la maçonnerie, qui a une importance colossale chez les anglo-saxons, beaucoup plus que chez nous. Chez nous, elle en a, mais pas au point des anglo-saxons
tout le système, et les Américains aussi. Hein. La plupart un gars n'arrive pas chef d'état-major des armées américains s'il n'est pas franc-maçon. Mais en plus, ce qui est intéressant là-bas, c'est que toutes ces choses-là sont ouvertes. Donc on le sait. Et le nombre de présidents des États-Unis qui étaient francs-maçons est énorme aussi. Hein. J'avais fait l'étude à un moment, je ne me souviens plus, mais c'est colossal. Hein. C'est colossal. Oui. Non, mais ça veut dire que la maçonnerie a joué un rôle. Et aux États-Unis, c'est transparent. C'est pas comme chez nous. C'est beaucoup moins discret que chez nous. Les loges sont ouvertes. Hein, c'est des bâtiments où c'est marqué loge maçonnique. Hein. Moi, j'en avais une à 2 pas de chez moi quand j'étais sur le fort américain de Fort Leavenworth. C'était les forts comme autrefois, sauf qu'ils n'étaient pas entourés de rondins de bois, mais c'était des places où les militaires, c'était une véritable ville militaire, on va dire. Et c'était intéressant de voir que la loge, c'était un des plus beaux bâtiments de la ville, quoi. Enfin, et c'était marqué dessus, hein. Il y avait pas c'était même pas discret, c'était ouvert. Hein. Et le gars qui y appartient, il monte plus vite que les autres parce que c'est comme ça. Hein. Alors c'est pas parce qu'il est plus intelligent, c'est parce il fait partie du bon réseau, Or moi, ce que je constate, c'est que les élites juives sont rentrées massivement en maçonnerie, hein, sans aucun problème. Hein. Ils ont investi les loges. Et bon, moi j'estime aujourd'hui, par exemple en France, à peu près un tiers, quoi. Alors qu'ils sont moins de 1% de la population. 1%, ils sont dans la population. Hein. Il y a 650 000 juifs, on va dire, en France. Hein, selon enfin, ça dépend des chiffres des uns et des autres. Mais bon, grosso modo, sur 65 millions d'habitants, il y a 650 000, ça fait 1%. Ils ne sont pas plus de 1% des habitants en France. Et en maçonnerie, ils sont 30%. Quoi. C'est-à-dire qu'ils sont plus organisés que les autres. Hein. Ils sont organisés, quoi, c'est tout. Hein. Et ils sont en réseau, ils agissent en réseau, donc ils sont puissants. Et c'est ça qui fait la puissance aujourd'hui, c'est ça qui fait que notre président là s'est fait prendre la main là, qu'il essayait de récupérer désespérément. Bon, tout ça, il n'y avait pas seulement le lobby pro-Israël, il y avait également derrière très lié au lobby pro-Israël parce que les gens ont la double appartenance. Ils font à la fois partie du CRIF ou de l'AIPAC ou de je ne sais pas quoi, et ils font aussi partie de la maçonnerie. Quoi. Ils sont dans des organisations qui comptent, qui sont puissantes, qui ont noyauté, et donc ils dirigent le pays. C'est comme ça, hein, par l'influence. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils établissent des palmarès de l'influence. L'influence, pour eux, c'est leur obsession. Hein. Comment on va réussir à influencer les gens pour aller dans l'autre sens. Hein? Vous semblez dire que les anglo-saxons sont complètement dépassés par le côté juif et qu'ils n'ont plus vraiment la main. Mais non, ils n'ont plus la main. Ils n'ont plus la main, on l'a vu. Je ne sais pas si vous avez regardé le film, le documentaire The Lobby, qui a été tourné en caméra cachée par les Qataris, là, enfin, par un Anglais, bien sûr, qui s'est fait passer pour un sympathisant, etc. Bon, il est rentré dans le système et il a fait une émission remarquable. Hein, et il a démontré de manière très claire que les parlementaires britanniques aujourd'hui sont directement, une grosse partie des parlementaires britanniques, et c'est bon pour leur carrière d'ailleurs, font partie soit des Conservative Friends of Israel, soit des Labour Friends of Israel, donc des travaillistes amis d'Israël ou des conservateurs amis d'Israël, et que ces deux lobbies, c'est des lobbies parlementaires, ça. C'est autre chose. Ils se regroupent en amicales et ils agissent ensemble. Hein. Au Parlement, ils agissent ensemble partout, ils ont des positions communes. Et tout ça, c'est piloté par l'ambassade d'Israël au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de second gouvernement
derrière le gouvernement officiel de Sa Majesté, il y a ceux qui tirent les ficelles derrière, et c'est l'ambassade. C'est l'ambassade d'Israël aux États-Unis, hein, qui a dû s'excuser d'ailleurs, parce que dans le film, je crois que il y en a un qui traitait le Premier ministre de crétin, quoi. Et donc, Boris Johnson, par exemple, il était traité de crétin par ces lobbies-là, carrément l'ambassade, hein, le délégué auprès des deux celui qui tirait les ficelles, quoi, le marionnettiste. Et le marionnettiste. Je ne plaindrai pas Boris Johnson, quelque part, lui, il a que ce qu'il mérite. Oui, non, mais d'accord, mais ça veut dire qu'ils ont, pour traiter en toute impunité, pour traiter un Premier ministre britannique de crétin à partir de l'ambassade d'Israël, bon, il y a quand même... Ils font une politique pour Israël de A à Z. Il ne faut pas qu'ils se plaignent après de se faire insulter quand ils ne font pas pile poil ce qu'ils leur demandent. Exactement. Moi, franchement, à un moment donné, ils ont chez nous, c'est pareil. Hein, il ne faut pas rêver. Hein. Et donc, pour en revenir à l'assassinat de Kennedy, moi, ce qui m'intéresse chez Guyeno, c'est de savoir qu'est-ce qu'il pensera de ça. C'est-à-dire que moi, je pense maintenant qu'il y a eu conjonction d'intérêts, une conjonction, mais qui est de deux ou plusieurs groupes qui avaient intérêt à voir Kennedy disparaître, non, c'est qui n'a pas participé, parce qu'excusez-moi, ils y ont tous participé. Vous avez le CIA, le FBI, la police de Dallas, même les agents du Secret Service de Kennedy sont impliqués. Vous avez la mafia juive, la mafia italienne. Je veux dire, tout le monde a participé à cet assassinat quand vous regardez. La vraie question, c'est qui. Donc évidemment qu'il y a eu. Non, mais je pense moi que Ben Gourion a donné à ses lobbies, à ses armes là-bas sur place, le feu vert pour participer à ça. Quoi. Et parce que Kennedy gênait et remettait en cause la survie du bébé, quoi. Le bébé, c'est-à-dire l'État d'Israël lui-même. Alors, il y a deux choses. Vous avez parlé de la brutalité de Ben Gourion. Et vous savez que Lyndon B. Johnson partageait ce point commun avec Ben Gourion parce que son parcours politique à Lyndon B. Johnson est jonché de cadavres. C'est-à-dire corruption, assassinat. Et au moment de la réélection possible de Kennedy, l'enquête qui était en cours allait certainement le condamner. Il faut savoir que Lyndon B. Johnson avait aussi un intérêt à liquider Kennedy, c'est que il allait terminer en tôle. Hein. Il y avait une enquête en cours sur les assassinats qui jalonnaient son parcours politique. Par exemple, il y avait il faisait des escroqueries foncières dans le Texas. C'est-à-dire et il y avait un type qui s'était aperçu de ça qui s'appelle Henry Marshall. Et Henry Marshall était en train d'en parler. Donc, Lyndon B. Johnson est allé essayer de le corrompre avec un porteur de valise, Billy Solestes. Et Henry Marshall n'a pas voulu se laisser corrompre. Donc, Lyndon B. Johnson l'a fait liquider par son homme de main, Malcolm Wallace, qui est assez connu quand on travaille sur la piste de Kennedy. Et il y a eu un procès contre Malcolm Wallace, mais il a été acquitté parce que la justice et la police, c'était le milieu d'extrême droite à l'époque américain, qui était sioniste aussi, et ils étaient totalement acquis à la cause de Lyndon B. Johnson et de Malcolm Wallace. Donc, le gars a été blanchi, si vous voulez. Mais suite à tous ces assassinats qui étaient assez gros, quoi, grossiers, il y a eu une enquête. Et c'était au moment de la réélection de Kennedy, c'était dans la période électorale, et Kennedy le savait. Il n'aimait pas Lyndon B. Johnson, et il voulait que ça aille jusqu'au bout pour s'en débarrasser. Donc il faut savoir que Lyndon B. Johnson avait une raison particulière de se débarrasser de Kennedy, c'est que s'il n'arrivait pas à être président, l'enquête allait le foutre en tôle. Il y a ça aussi, quoi. Mais bon, si vous voulez, c'est une conjonction. Alors, mais moi, je ne serais pas surpris. La commandite de l'assassinat de Kennedy, ou en tout cas le feu vert, a été donné par Ben Gourion, compte tenu aussi de sa réaction. Il avait reçu un mémo, je crois, de Kennedy quelques jours avant l'assassinat, hein, et il avait fait semblant de ne pas le recevoir en démissionnant. Il avait quitté
Hein? Donc ça aussi, c'est un peu bizarre, quoi. Hein. Il y a tellement de choses bizarres chez lui, et puis il y a cette sauvagerie. Hein. C'est un type qui ne reculait devant rien. Donc est-ce qu'il a trompé directement en commanditant l'affaire? Je n'en sais rien, mais c'est plausible. C'est plausible. Et puis, est-ce qu'il avait le tempérament pour le faire? Les tripes pour le faire? La réponse est oui. Il avait les tripes. Est-ce qu'il avait les moyens de le faire? La réponse est oui aussi, avec tous le lobby, les mafias qui existaient, notamment dans le Kansas. La mafia juive était importante, etc. Donc, est-ce qu'il avait les moyens de le faire? Oui. Est-ce qu'il... Hein? Vous avez dit au Kansas, vous voulez dire au Texas? Non, au Texas, j'ai dit. Hein, Texas. Texas, ouais. Pas au Kansas, non. Le Kansas, c'est là où j'ai servi. Donc, je connais bien le Kansas. Il a été assassiné à Dallas. Hein. Je suis allé, tous ces lieux, j'ai fait le pèlerinage là-bas. Hein, tous ces lieux, je les ai visités. Mais vous ne pouvez pas non plus éluder le côté que Kennedy allait arrêter la guerre froide. Il avait des accords avec Khrouchtchev pour mettre fin à la guerre froide. Il avait aussi des canaux de communication secrète avec Fidel Castro pour mettre fin à la guerre froide. Ça a été raconté par Kennedy, là, Robert Kennedy, là, le fils de Bobby Kennedy. Tout ça. C'est-à-dire que, en fait, et c'est là que j'en arrive avec la thèse de Lyndon LaRouche que je défends, c'est que Kennedy allait mettre fin à la guerre froide et que c'est une des raisons principales de son assassinat, c'est qu'il y a tout un tas de gens qui faisaient des affaires avec cette histoire de guerre froide. Oui, non, il y a les lobbies militaro-industriels, c'est clair que quand on regarde qui a profité le plus de l'assassinat de Kennedy, ben, il y a deux, pour moi, il y a deux profiteurs. Hein. Il y a les lobbies militaro-industriels qui ont pu vendre leurs armes et qui ont pu continuer les guerres éternelles, la guerre éternelle. Et puis, il y a eu aussi Israël. Hein. Israël a été un des gros bénéficiaires, avec Lyndon B. Johnson, un Sayan, qui a travaillé au profit d'Israël pendant 6 ans de présidence. Hein, ouais. Le truc qui est quand même qu'on peut pas éluder, parce que quand on parle d'Israël, on peut pas accaparer que la piste israélienne, c'est que il y avait aussi l'extrême droite américaine qui était contre Kennedy, parce que par exemple, l'homme le plus riche de la planète à l'époque, c'était Haroldson Lafayette Hunt, et Kennedy voulait lui faire payer des impôts, et puis il faut dire que Haroldson Lafayette Hunt finançait la John Birch Society et le Ku Klux Klan. Et Kennedy voulait donner des droits aux Noirs. Donc il y a tout un tas oui, on est d'accord que c'est probablement une conjonction, mais dans les gros gagnants, il y a eu des gros gagnants ponctuels aux États-Unis, effectivement, le Ku Klux Klan ou les financeurs, ces grands milliardaires hein, qui n'ont pas eu à payer les impôts prévus. C'était l'extrême droite qui dirigeait le Lyndon B. Johnson. Ouais. C'est qui finançait Lyndon B. Johnson? C'est Haroldson Lafayette Hunt quand même. Et ouais. le jour de l'assassinat, il est parti au Mexique, parce qu'il faut savoir que sur la scène de crime, là, la plupart des bâtiments appartenaient à Haroldson Lafayette Hunt. Et le jour de l'assassinat, il est parti au Mexique avec un général, Edwin Walker, dont on a essayé de faire croire que Oswald a essayé de l'assassiner en mettant une scène avec des balles sur la façade de sa maison. Edwin Walker, donc le général, ils sont partis au Mexique pendant 1 mois, couverts par le FBI, le temps que ça se passe. Il faut quand même savoir qu'il y a tellement de gens impliqués dans l'assassinat de Kennedy, c'est pour ça que je dis, mais qui n'a pas participé? Parce que vous avez la mafia italienne, avec Carlos Marcello, que Bobby Kennedy avait été déporté en Amérique du Sud sans passeport. Ils détestaient les Kennedy, parce que les Kennedy ont été élus grâce à la mafia, mais ils ne leur ont pas rendu l'appareil, ils ont essayé de faire le ménage en les dégageant. Donc la mafia détestait les Kennedy, finalement, ils se sont retournés contre. On a le fameux Carlos Marcello, là, de la Nouvelle-Orléans, l'endroit où Oswald distribuait des tracts, parce que Oswald, c'était un agent de la CIA. Moi, j'ai retrouvé son numéro d'agent de la CIA. Hein. Il avait accès à la base Atsugi du Japon, quand même. C'est-à-dire que c'était pas non plus une burne au point de vue de la CIA. C'est-à-dire que c'est un directeur de la CIA qui expliquait que il a donné son numéro d'agent de la CIA. Il disait le gars avait accès parce qu'il était radariste à la base d'Atsugi au Japon, Oswald. Il avait accès au projet, vous savez, qui voulait bombarder la Russie depuis le Japon en cas de guerre nucléaire.
c'était la base d'Atsugi. Et il se trouve qu'Oswald, dans son parcours, c'est certifié, hein, là, je ne parle pas dans le vent, hein, était radariste à la base d'Atsugi au Japon, dans son parcours de la CIA. L'idée machiavélique de la CIA, c'était d'envoyer Oswald en Russie pour le faire revenir et faire passer Oswald pour un agent du KGB travailler pour les Russes. Ils ont essayé de faire croire que Kennedy avait été assassiné par un agent russe pour maquiller le fait qu'ils l'ont assassiné parce qu'ils voulaient arrêter la guerre froide. C'est toujours le même machiavélisme avec les accusations inversées. Et moi, ce que j'avais trouvé hallucinant avec Guilléno, c'est que quand il a travaillé sur l'assassinat de Bobby, le frère de Kennedy, on trouvait exactement le même satanisme. C'est-à-dire qu'ils ont manipulé par hypnose un Palestinien chrétien, Sira Sira, et ils ont prétendu que c'est ce type-là qui aurait tué Kennedy. Oui, je veux. Alors, c'est absolument pas lui. Lui, c'était juste un pigeon. Mais c'était mais en plus, ils ont eu le toupet de dire que Bobby Kennedy était un sympathisant d'Israël, alors qu'ils l'ont assassiné parce que Bobby Kennedy n'était pas du tout. Oui, je sais. Ah ben non, mais c'est ce qu'on fait quand on veut s'exonérer de quelque chose. On dit ouais, mais ils ont tué mon ami, mon meilleur ami. Mais même Ben Gourion l'a dit. Hein, Ben Gourion. Il a pleuré toutes les larmes de son corps, hein, sur des larmes de crocodile, évidemment. Mais bon, après. Hein, parce que vous prenez l'assassinat de Kennedy le 11 septembre ou la guerre en Ukraine, vous avez quand même les marqueurs de psychopathes qui utilisent toujours l'accusation inversée pour se dédouaner de ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr. Et la petite anecdote qui tue, c'est que, vous savez, la baie des cochons. Oui, j'y suis allé aussi à la baie des cochons, ouais. Sur place. Kennedy n'était pas contre l'invasion de la baie des cochons, mais il voulait le faire de manière régulière, c'est-à-dire par l'armée, selon les conventions. Et la CIA a dit non, vous êtes trop lourd, trop voyant, on va en faire qu'à notre tête. C'est pour ça qu'il les a lourdés à la baie des cochons. Et tous les gars qui étaient affiliés à l'assassinat de Castro se sont retournés contre Kennedy parce qu'ils ont perdu des collègues et qu'ils ont été lourdés. Et ils ont dédié une haine à Kennedy pour cette histoire de la baie des cochons. On a tout un tas d'anticastiques qui ont participé à l'assassinat. Et c'est quand même hallucinant, c'est qu'il a viré un type qui s'appelle Allen Dulles, qui était directeur de la CIA à l'époque de la baie des cochons. Le type, son frère, avait l'United Fruit Company en Amérique du Sud. C'est l'histoire vous savez, on dit une république bananière. Ils utilisaient, si vous voulez, ils changeaient les lois, ils mettaient des dictateurs en fonction de leurs affaires. C'est pour ça qu'on appelle ça les républiques bananières. Et Kennedy les supportait plus parce qu'ils utilisaient la CIA pour leurs affaires. Donc, il a viré Dulles. Et on retrouve Dulles dans la commission Warren pour enterrer le truc, hein, nommé par Lyndon B. Johnson, il faut le savoir. Et le truc qui tue, c'est que cet Allen Dulles, on a sa signature dans des documents d'après-guerre de soutien au groupe nazi ukrainien. Alors, je disais à Guilléno, l'assassinat de Kennedy implique directement la guerre en Ukraine parce que Kennedy voulait arrêter la guerre froide, l'État profond l'a assassiné, et c'est la même lignée qui aujourd'hui a financé, entraîné les néo-nazis en Ukraine contre Poutine. C'est-à-dire qu'on n'a jamais arrêté cette guerre froide, on l'a continuée, et c'est directement Kennedy a mis le doigt au milieu de cet engrenage qu'on voit aujourd'hui continuer. Non, mais après, bon, quand on étudie bien sûr, hein, il y a une conjonction, là je le dis, mais la piste, non pas la piste, Israël était une des composantes de cette conjuration et a donné son aval, on va dire, à ce genre d'assassinat, quoi. Ben Gourion a eu une attitude trop suspecte au moment de l'assassinat pour pouvoir être considéré comme une blanche colombe, qu'il n'était pas. Bien sûr, ce que je voulais juste dire à Guilléno, on le fera, c'est que quand on parle d'Israël, il ne faut pas éluder les autres pistes qui sont monumentales avec, parce qu'en réalité, c'est un tout. C'est-à-dire que le projet anglo-saxon de poursuite du colonialisme et ce genre de choses, c'est ça qui permet à Israël de grossir au départ. C'est le colonialisme anglais qui, en s'imposant, a placé Israël. C'est-à-dire qu'ils ont, pour moi, hein, la Première Guerre mondiale, c'est quand même de faire payer la facture du libéralisme anglais, du colonialisme anglais que tout le monde a copié sur les moins pires de la Première Guerre mondiale. Alors, cela dit, bon, il faut voir quelle est aussi la part d'un côté des projets qui étaient en cours, des uns et des autres, et quelle est la part des hommes qui étaient en place.
C'est-à-dire, c'est quand on recherche, on fait une enquête de ce genre-là, et qu'on cherche, il faut chercher à la fois les mobiles, mais et chercher les hommes qui étaient susceptibles de faire le coup, quoi. Donc, il faut établir une liste de suspects qui est jamais, il n'y a jamais qu'un seul suspect, hein. Normalement, il y en a 3, 4, 5, 6. Et il faut bien tenir compte du fait que les principaux suspects qui savent, quelque part, qu'ils vont être suspects, vont tout faire pour diriger l'enquêteur sur des pistes qui ne sont pas les bonnes, pas forcément les bonnes, qui sont plausibles, hein. Toutes ces pistes sont plausibles, mais il y en a une probablement qui a été déterminante. Le tout est de savoir laquelle a été déterminante, et tous les efforts sont faits effectivement pour effacer les traces, effacer toutes les traces, hein. Moi, les archives, vous pouvez y aller dans les archives, il n'y a rien, hein. Regardez, toujours dans les médias à prétendre que c'est Oswald qui aurait assassiné le type, alors que c'est impossible. Non, mais les médias, ils savent rien et ils blablatent depuis. Surtout, hein, surtout, on les a vus là, on les a vus sur l'Ukraine nous raconter des sornettes pendant des mois, et puis maintenant ils changent leur. Hein? Covid en septembre, Kennedy, c'est toujours les mêmes mensonges. L'Ukraine, c'est toujours la même méthodologie. Oui, et c'est les mêmes qui mentent, oui, on est d'accord, hein, mais c'est ceux qui détiennent l'argent, l'influence, l'argent, les médias, quoi. Ça, il faut quand même savoir qui détient l'argent, qui détient etc., quoi, et qui est le plus fort, parce que dans les mafias, il y a qui se respectent, hein, elles se connaissent, elles se respectent, etc. Il y a quand même, à un moment ou à un autre, il y a le patron des patrons, quoi. Il y a un grand patron qui est au-dessus des autres. La mafia la plus puissante donne ses ordres et les autres suivent, hein. Une époque n'est pas la même que l'autre. C'est-à-dire que moi, quand j'étudie la piste Kennedy, la piste israélienne, si elle est présente, n'est pas aussi puissante que par rapport au 11 septembre, par exemple, où là, ils ont vraiment été impliqués directement. Je pense qu'à l'époque de Kennedy, ils ont demandé, ils ont poussé, ils ont fait agir leur réseau, par exemple, Rudenstein, la mafia juive, mais je ne pense pas que ce soit eux qui aient participé directement sur le terrain. Je pense que ça, c'est... Ah non, ils n'ont pas participé directement, non, mais ça, je ne le prétends pas, hein. Ils ont utilisé les outils qu'ils avaient sur place, hein, bien sûr, ils n'ont pas... C'était un risque beaucoup trop important de s'impliquer soi-même, et ça laissait trop de traces, quoi. Alors, il y a deux choses. Moi, j'ai les enregistrements de la maîtresse de Lyndon Ben Johnson qui explique ce qui s'est passé parce qu'elle veut que les gens sachent. Et elle expliquait que, évidemment, il y a eu... alors, elle explique que déjà, Lyndon Ben Johnson a dit la phrase suivante, c'est qu'il était devenu brutal, il était en colère, et dans son coup de colère, il a dit « Après-demain, les Kennedy ne m'emmerderont plus jamais, c'est une histoire réglée. » Donc, elle disait... Elle veut que le monde connaisse la responsabilité de Lyndon Ben Johnson dans l'assassinat. Elle a expliqué, c'est elle qui explique l'affaire de Henry Marshall et des assassinats dans le parcours politique de Johnson. Elle explique que la veille de l'assassinat, il y a eu une réunion qui a été confirmée par la femme de ménage et que j'ai traduite, hein, d'ailleurs moi-même sur ma chaîne. Il y a eu une réunion avec tous les notables de la ville de Dallas, avec Edgar Hoover, avec les gros pétroliers du Texas, pour parler de l'assassinat et de l'organisation de ce qui se passera après. Par exemple, il y a les frères Cable. Un des frères Cable était un ponte de la CIA, un type aussi de l'armée. Kennedy a aussi viré pendant l'histoire de la baie des cochons. Mais le frère Cable, c'était le maire de Dallas. Et tous ces gens-là ont décidé de l'itinéraire au détriment de toutes les consignes de sécurité. C'est-à-dire qu'ils ont choisi un itinéraire en fonction de ce qui serait plus favorable pour les tireurs. Il faut savoir qu'il y a tout un tas de notables, de gens extrêmement riches au Texas, qui faisaient surtout partie des cercles d'extrême droite, mais plutôt parce que bon, quand on fait du fric, c'est pas toujours l'idéologie qui compte, hein, on est bien d'accord. Mais ces gens-là se sont réunis et ont été nommés. Moi, j'ai les noms de tous les participants de cette fameuse soirée, qui a été confirmé avec Edgar Hoover, qui lui était tenu par la mafia juive d'ailleurs.
c'était un homosexuel qui était impliqué dans des mœurs. Il avait été filmé par pris en photo par Meyer Lansky, qui le faisait chanter avec ça. Et donc, il était totalement tenu par la mafia juive, Edgar Hoover. Et lui, mais non, mais faut Non, voir. mais c'est qu'après, dans la filiation directe, on retrouve des Epstein et compagnie. Hein. Oui. Epstein, c'était le même principe. Hein. C'est faire chanter les gens hein, pour contrôler. Absolument. Parce qu'on a des enregistrements, moi je les ai, ces enregistrements, où on entend un informateur du FBI qui s'appelle Somerset qui parle avec un type d'extrême droite qui s'appelle Miltier. C'est 2 semaines avant l'assassinat. Et Miltier, le type d'extrême droite qui est mis au courant, explique oui, c'est prévu, on va faire tirer sur Kennedy, on trouvera un pigeon pour détourner l'attention des gens. Et on démontera, c'est prévu de démonter les armes et de les faire, comment dire, de les dissimuler au public comme ça. C'est dans l'enregistrement. Or, Edgar Hoover, puisque c'était un informateur du FBI, Somerset, il a eu ces enregistrements, on le sait dans les notes aujourd'hui qui sont sorties, et il a tenu à ce que cet enregistrement soit passé aux oubliettes. Et après l'assassinat de Kennedy, Lyndon B. Johnson a nommé Edgar Hoover à vie. C'est pour vous dire comment ils ont bétonné le truc. Oui. Après, pour aller dans votre sens avec la communauté juive, Luluberlu, le type là, qui a inventé. Oui. Non, Jacques Ruby. Non. L'espèce d'ahuri qui a inventé la balle magique et qui a pris tout le monde pour un con s'appelle Harlan Specter et il est effectivement, lui, de la communauté juive et il a participé à la commission Warren et c'est lui qui est derrière l'histoire de la balle magique qui tient absolument pas la route. Après, Jacob Rubenstein était un ami de Lyndon B. Johnson, il faut le savoir. Moi, j'ai un témoignage d'une femme à la commission HSCA de 76 où ils ont ouvert une commission d'enquête sur les assassinats des années 60 pour une raison particulière. Et ils ont déterminé pendant cette commission qu'on a aujourd'hui la version officielle qui dit, les journalistes vous disent oui, la version officielle, c'est Oswald qui aurait tiré de son côté tout seul. Mais c'est pas ça la version officielle. En 1976, la version officielle, c'est qu'il y a eu complot. Et personne ne le sait parce que personne n'en parle. Il y a eu une commission d'enquête et ils ont dévoilé les enregistrements sonores de la police de Dallas où ils ont déterminé géographiquement qu'il y avait plusieurs tireurs à différents emplacements. Donc, ils ont conclu qu'il y avait eu un complot, mais ils n'ont pas été capables de déterminer qui étaient les tireurs. Et au cours de cette commission, il y a un témoin qui s'appelle Beverly Oliver qui dit bah oui, moi j'étais en tant que danseuse de cabaret invitée par Jack Ruby avec Oswald et il a bien dit qu'Oswald travaillait avec la mafia, ils sont présentés en tant et de la CIA et du FBI. Donc tout ce monde-là se connaissait. La maîtresse de Johnson a bien dit que Jack Ruby était dans les cercles de Lyndon B. Johnson. Ouais. Donc la conclusion est que les exécutants, on ne les connaît pas, mais les commanditaires, on a quand même une liste de suspects dans laquelle Ben Gurion aurait dû. Mais pourquoi vous dites qu'on les connaît pas? On les connaît. On a les photos, on a moi j'ai. Non, je veux dire. Oui, parce que officiellement, les commanditaires, on ne les connaît pas. Hein. Dire aujourd'hui que Ben Gurion fait partie aurait pu faire partie du truc, ne serait-ce d'ailleurs que, comme vous l'avez dit, hein, c'est pas lui qui l'a fait évidemment, mais quelle consigne a-t-il donné? Et il y a une lettre d'ailleurs qu'il a envoyée à la communauté juive américaine en disant que les projets de Kennedy ne devaient pas se faire, quoi. Oui. Alors c'est sibyllin, mais bon, ça ne peut pas, notamment que le programme nucléaire israélien était une priorité absolue en matière de sécurité nationale et que donc ça ne pouvait pas exister, quoi. S'opposer au programme nucléaire israélien ne peut pas exister. Après c'est pas une incitation au meurtre, mais si, clairement. Oui. Ça a dû être interprété comme ça, quoi. Mais c'est une connivence de personnes. Oui, connivence. À droite, les Anglais
Parce qu'il faut savoir que les Anglais essayaient de faire chanter Kennedy avec une maîtresse parce qu'il avait des problèmes de mœurs aussi, Kennedy. Oui, par exemple, le truc, vous savez que bon, dans ces milieux-là, on n'arrive pas au niveau de la CIA à un haut niveau si on ne fait pas partie des grosses familles aristocratiques, des gens établis depuis longtemps. Il y a un type qui s'appelle Cord Meyer et c'est lui qui gérait Mockingbird, c'est-à-dire la manipulation médiatique. C'est lui qui a participé à... Et Kennedy se faisait son ex-femme. Et il y a un agent de la CIA qui a dénoncé Cord Meyer comme étant haineux de Kennedy et pour cette raison, et il a fait assassiner Mary Pinchot Meyer, la femme en question, juste après l'assassinat de Kennedy. On a le déroulé de tout ça. Il détestait Kennedy en plus parce qu'en tant qu'Irlandais catholique, il y avait un antagonisme avec tout ce côté protestant, hein, c'était historique, mais en plus, ils se faisaient leur femme, donc il n'allait pas arranger son cas, vous voyez. Quand vous avez quelqu'un que vous détestez qui se fait votre femme, c'est pas... C'est pas bien. Hein. Voilà. Mais enfin bon, il y a aussi, il faut bien prendre en compte le fait que les principaux suspects essayent toujours de faire passer sur d'autres leur propre turpitude. C'est-à-dire que moi, ne pas parler, le fait que Israël n'ait jamais été évoqué dans cette affaire, alors qu'ils ont profité de cet assassinat considérablement, et sur l'aide financière, et sur la fourniture d'armes, et sur la fermeture des yeux sur le programme nucléaire, et sur l'affaire du Liberty, par exemple, aussi. Donc, quand on met tout ça bout à bout, on se rend bien compte qu'il y avait quand même Israël n'était pas tout blanc dans l'affaire, hein, et puisque c'est parmi ceux qui, normalement, auraient dû figurer sur la liste des suspects, parce que c'est ceux qui ont le plus profité, ou presque, de l'arrivée de Ben Johnson au pouvoir. Et donc, le fait qu'on n'en parle pas, et qu'on essaye toujours de dire, oui, c'est la CIA, oui, bien sûr que c'est la CIA, mais qui a la CIA? Toujours pas. Et quel était le lien entre cette CIA qui a fait exécuter le projet et Israël? Il y en avait sûrement beaucoup. On a cité des noms, là, vous en avez cité un paquet. La moitié d'entre eux, ou presque, si ce n'est plus, étaient susceptibles d'être des Sayanim. Et ça va même plus loin parce qu'en fait, il y a un type qui a participé à l'assassinat et qui, à la fin de sa vie, avant de mourir, a fait un enregistrement à son fils pour expliquer ce qui s'était passé. Parce que, vous expliquez, c'est un type tout à fait particulier qui s'appelle Howard Hunt. C'était un agent qui travaillait pour Nixon. Et en fait, il expliquait que Nixon avait participé à gérer certaines des opérations d'assassinat de Castro, qu'on appelait l'opération Alpha. Donc, il gérait des anticastristes qui étaient affiliés à l'assassinat de Castro. Et il expliquait que, en fait, l'affaire du Watergate, il s'est fait pincer, parce que c'est lui qui s'est fait pincer dans le Watergate. Il s'est fait pincer parce qu'il essayait de récupérer des documents qui liaient directement Nixon à l'assassinat de Kennedy. Lui, c'est le seul type qui a ramassé dans cette histoire. Et la CIA, pour le faire taire, a essayé de l'assassiner. Ils l'ont raté, ils ont tué sa femme. Et donc, à la fin de sa vie, il s'est vengé et il a fait un enregistrement qui a été filmé, que j'ai traduit, et qui est sorti dans l'émission Conspiracy Theory de Jesse Ventura. C'était un sénateur du Minnesota. Et le type disait, voilà, tous les gens qui étaient affiliés à l'opération d'assassinat de Castro et qui se sont considérés comme trahis par Kennedy ont été réaffiliés à l'assassinat. Donc, il donne tous les noms. Frank Sturgis, William Harvey, le type qui, pendant la crise des missiles de Cuba, il était en train de mettre en place des attaques terroristes dans le dos des Kennedy. Alors, les Kennedy, qui voulaient surtout pas qu'il y ait un prétexte de guerre mondiale, l'ont viré en Italie, d'où il a été faire des conneries dans les réseaux du Gladio. Et là, quand il y a il implique non seulement Nixon, mais il dit que le principal commanditaire, c'est Lyndon B. Johnson. Il dit que Gerald Ford a également participé. Et lui, on le sait aussi d'une autre manière, c'est qu'il a participé à la commission Warren, Gerald Ford, et il a falsifié les rapports d'autopsie, l'emplacement du trou à la gorge. Et c'est lui qui l'a avoué dans un interview à Beaver Creek, où il explique qu'il a été obligé de déplacer le trou au cou
pour rendre la théorie de la balle magique plausible. Et en contrepartie de ce service, il a été plus tard élu président. C'est-à-dire que n'ont été élus président que des gars impliqués dedans à un certain niveau pour couvrir l'affaire, quoi, et que toujours la même trame continue. C'est pour ça qu'on en arrive aujourd'hui à cette histoire de gouvernement unique avec Israël au centre des impulsions, dont Attali nous dit qu'on ira avec ou sans la guerre, mais de toute façon, on ira. On ira où? Avant, on disait tous les chemins mènent à Rome, mais visiblement, ça a changé depuis le temps. Hein. Oui, non, mais le problème, c'est que ces gens-là, maintenant, ont des problèmes. Donc moi, je suis optimiste. Je pense que les milliards qui les soutenaient, il y en a beaucoup qui vont s'envoler avec l'effondrement économique qui arrive, hein, qui arrive et on peut plus dire maintenant c'est à 20 ans, c'est à 30 ans, non, moi je dis c'est à moyen terme, hein, c'est-à-dire on parle là de 5 ans, 6 ans, mais peut-être même avant, il y aura effondrement économique occidental, enfin effondrement, c'est-à-dire que il est déjà là, hein, l'effondrement, dans la mesure où on n'est plus dominant au niveau mondial. Alors, le G7 a été passé par les BRICS, et les BRICS ont devant eux un boulevard parce que, ils avancent plus vite en termes économiques, hein, ils développent leur économie beaucoup plus vite que nous, ils roulent à 160 sur une autoroute de la croissance, alors que nous, maintenant, on roule à 60, quoi. Ils roulent 2 fois ou 3 fois plus vite que nous. Donc, et ils sont déjà devant nous. Donc c'est terminé, hein, on ne reviendra pas en arrière. C'est une tendance lourde qui est partie de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui continue, hein, inexorablement. Donc c'est terminé. Hein, C'est extrêmement dommage, c'est que si les Français étaient restés indépendants, ils auraient pu tout à fait tirer leur épingle du jeu parce qu'il y a une excellence française, il y avait tout un tas d'atouts de la France que les Américains ont complètement détruits avec des types qu'ils ont complètement débauchés. Alors ça, c'est dramatique. Oui, mais bien sûr, bien sûr. On avait tous les atouts pour se raccrocher au wagon de. On aurait pu être membre des BRICS en étant plus honnête, ou pas tout de suite, mais on aurait pu au moins se mettre un peu dans leur sillage et dans le sillage des gagnants, quoi, et pas des perdants, quoi. Si on n'était pas coupé de la Russie, on n'aurait certainement pas de problème avec le prix de l'électricité, du gaz non plus, quoi. Je veux dire. Bien sûr, bien sûr. C'était pas de se couper des Russes. Par contre, c'était de l'intérêt des Américains de nous couper des Russes. Parce que oui, ça, je sais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais, et donc, moi, je suis optimiste parce que je pense que cette bascule du monde va forcément changer les choses, hein, et que ceux qui ont le haut du pavé, aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, hein, puisque les néocons ont métastasé en France, ils ont métastasé en Allemagne, ils ont métastasé en Grande-Bretagne, ils ont métastasé au Canada, en Australie, etc. Et je pense que, par contre, en Asie, ils ont plus de difficultés, hein, parce que les Asiatiques sont pas fous, hein. Il y en a qui sont en train de se rendre compte que le monde bascule, et y compris de nos alliés, hein, des gens comme des États comme le Japon ou des États comme la Corée du Sud, Taïwan. Tous ces États-là sont en train de se dire on ne peut pas s'accrocher éternellement à un perdant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt de nos propres populations, et je pense qu'ils changeront leur fusil d'épaule, hein, comme l'Arabie Saoudite a changé son fusil d'épaule. Hein. L'Arabie Saoudite, personne ne se serait attendu à voir l'Arabie Saoudite se rapprocher de l'Iran sous l'égide de la Chine, et donc se rapprocher de la Chine et se rapprocher de la Russie. Hein. L'Arabie Saoudite, maintenant, s'est mise sous protection, elle est rentrée dans les BRICS, hein, ou elle va rentrer dans. Hein. Vous êtes favorable à ce que la France s'inscrive dans la manne de la route de la soie? De toute manière, le problème, c'est que quand on n'a pas le choix, parce qu'on n'aura pas le choix, hein, quand on sera il faut essayer d'imaginer les deux scénarios et voir ce qu'ils vont donner. Un scénario où on n'est pas du tout dedans et un scénario où on y participe. Hein. Alors évidemment, tout ça, ça se fera au profit de la Chine, mais il peut y avoir, si on se débrouille bien, ça peut être gagnant-gagnant. La seule chose qu'on sait, c'est que si on n'y participe pas, on sera
on sera perdant-perdant. Hein. Donc le problème, c'est un peu comme quand on vote pour un président. Hein. On ne vote pas forcément pour, pour le meilleur, parce que le meilleur, il est souvent éliminé des fois au premier tour, ou alors il n'y en avait pas, hein, mais on vote pour le moins mauvais. Alors, la question qu'il faut se poser là-dessus, c'est quelle est la moins mauvaise solution pour la France? Est-ce qu'on doit être à la remorque des États-Unis et s'acharner à être dans un camp qui, manifestement, tous les indicateurs le montrent, est un camp qui va perdre la bataille, hein, et qui va perdre la bataille économique mondiale. Hein. On ne peut plus la gagner. On a beau se rassembler, mais on est une minorité qui se rassemble et qui n'a pas on n'a pas les clés du succès. Les clés du succès, c'est avoir des matières premières, avoir de l'énergie, avoir des atouts. On les a plus, puisque tous ceux qui avaient ces réserves-là sont passés de l'autre côté, hein, et en particulier, donc, le basculement du Golfe a été un événement capital dans toute cette affaire. Voir le Qatar, voir tous les pays du Golfe, le Qatar, les Émirats et l'Arabie Saoudite, 2 sur 3 sont rentrés dans les BRICS, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, maintenant, hein? Le vent tourne. Ouais, le vent a tourné, quoi. Et avec un vent qui tourne, un bon navigateur, il se met dans le vent, hein. Il ne se met pas contre le vent. Et nous, actuellement, on s'arc-boute dans une solution qui est... Alors, je ne dis pas que demain, la Chine ou les BRICS ou le prochain hégémon, parce qu'il y aura tôt ou tard, il y aura une nouvelle hégémonie, hein, qui sera plus l'hégémonie US, évidemment, hein, puisqu'ils auront perdu la partie. Mais il y aura une nouvelle. Alors, je ne dis pas que les Chinois seront meilleurs que les Américains. En tout cas, ils pourront difficilement être pires que ce que les Américains font aujourd'hui, quoi. Les Américains, depuis 30 ans, hein, depuis 30 ans, hein. Je suis pessimiste. Je pense que c'est très dangereux la période où on est, parce que les Américains étant mauvais perdants, ils seraient même prêts à mettre des armes bactériologiques en pire que ce qu'on a vu. Ils seraient prêts à foutre le bordel, qu'ils ont déjà des bunkers pour se planquer en plus. Mais je ne vois pas les Chinois apporter quelque chose de mieux que ce qu'on a vu avant, parce que je trouve qu'ils ont copié tout ce qu'il n'y allait pas en Occident pour faire leur sauce. Oui, comme les Japonais l'avaient fait avant, hein. Les Japonais ont copié. La puissance économique japonaise, elle ne vient que... Elle n'est venue qu'en copiant l'Occident, hein. Ils ont copié tout et ils sont devenus puissants par leur puissance de travail. C'est-à-dire qu'ils ont nos technologies et après, ils travaillent plus que nous, hein. Plus disciplinés, plus ordonnés, des fourmis, quoi, hein, on va dire, très, très cadrés. Bon. Alors, je ne pense pas que la Chine cherche à imposer son modèle partout, parce que ce n'est pas dans ses gènes. La Chine, elle fait de l'économie, hein, elle fait depuis tout le temps, hein, elle n'a jamais semé la panique dans le monde, hein. Il y a eu très peu de... Quand on compare les États-Unis qui ont 90% du temps de leur histoire ont fait la guerre, hein, ils ne vivent que par la guerre. Quand on compare les anglo-saxons qui, eux, vivent seulement sur le virtuel, l'économie virtuelle, etc., et par les coups tordus, parce qu'ils ont fait des coups tordus de tout temps, hein. À l'époque de Napoléon, ils ont fait des coups tordus. C'est eux qui faisaient les alliances, etc., pour essayer de rester de flotter, quoi, au-dessus des autres, quoi, en divisant, en organisant la division du monde à leur profit pour régner, quoi. Et ils y ont bien réussi, hein. Ils ont construit un empire colossal, mais finalement, c'était un empire de voyous, hein. C'était des grands voyous. Donc, je pense pas que bon, la Chine aujourd'hui, c'est pas forcément un modèle social à suivre, hein, avec le contrôle social, etc., qui ne tient pas la route, etc. Mais je ne pense pas qu'ils aient dans l'idée d'asservir la planète à leur profit. Qui était un projet anglo-saxon et qui était le projet des États-Unis, hein, c'est asservir et créer un monde unipolaire à leur profit. À leur profit, hein. C'est nous on est au-dessus, et puis vous travaillez et piller les ressources des autres, etc. Alors, ils ne feront pas de cadeaux, les Chinois, hein. Ils prêteront, mais ils exigeront les remboursements, évidemment. Mais
quelque part, ils n'ont pas montré, en tout cas dans leur histoire, depuis déjà plusieurs siècles, qu'ils étaient. Hein? Je pense qu'ils ont une autre technique, c'est-à-dire qu'ils sont très patients, ils raisonnent pas sur les mêmes échelles de temps. C'est vrai. C'est vrai. Oui, mais il y aura quand même quelques générations où on sera moins mal qu'avec les États-Unis qui foutent le bordel partout sur la planète et qui organisent des tueries à peu près partout, quoi. Hein. Et ils organisent un chaos pour pouvoir reconstruire à leur profit, quoi. Le chaos constructif. Du terrorisme, hein, de toute Oui, façon. je sais bien, mais bien sûr que c'est du terrorisme, mais pour essayer de rebâtir au-dessus quelque chose qui leur convienne et qui serve leur intérêt, l'intérêt de leur population et pas le reste. Hein. Le reste du monde n'existe pas à leurs yeux. Alors que les Chinois, eux, bien sûr, font un petit peu la même chose, mais ils le font sans verser le sang partout, quoi, hein, sans faire la guerre partout. Ils ont bien montré que quand on voit les 800 bases US réparties dans le monde, on voit bien le côté belliqueux, le côté dominant, hégémon, etc. Bon, les Chinois, ils n'ont pas ça. Hein. Ils auront des bases, mais des bases économiques. Hein. Ils auront des comptoirs, des pieds-à-terre, et qui contrôleront. Hein. Ils contrôlent les deux extrémités du canal de Panama, par exemple, depuis très très longtemps, les Chinois. Et ça, les gens ne le savent pas, hein, mais le canal aux deux extrémités, la société du canal de Panama, elle est sous capitaux chinois. Hein. C'est les Chinois qui ont